Bien, on peut démarrer, Sarah? C'est bon? Oui, c'est bon, vous pouvez démarrer. Bien, eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis désolé, je ne me vois pas en caméra, donc j'espère qu'elle est bien cadrée, que vous m'entendez bien. Mais en fait, je suis en voiture, je me suis arrêté pour pouvoir vous saluer, vous souhaiter la bienvenue pour cette septième rencontre ressources et déchets. Maintenant, c'est un rendez-vous qui est habituel, qui est organisé par les observatoires régionaux des déchets et des ressources, et bien sûr soutenu par notre partenaire, l'ADEME. La transition énergétique n'a jamais été autant dans les pensées que depuis les événements de cet été, résultat du bouleversement climatique qui nous touche. Et donc, dans ce contexte environnemental, le groupe de travail du RAR sur l'observation régionale des déchets a décidé de se pencher sur la place des déchets dans l'ambition de mix énergétique de la France. Quel lien peut exister entre la gestion des déchets et la production d'énergie? Quelle part de cette production peut être couverte par la gestion des déchets? Quelles sont les substitutions observables aujourd'hui? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de ce webinaire. Cette thématique reste vaste et complexe, c'est pourquoi ce webinaire se focalisera sur l'incinération, la méthanisation et l'usage des déchets comme combustible dans l'industrie. Des sujets à fort enjeu étudiés par les observatoires régionaux des déchets. Ce sera l'occasion de comprendre quel lien peut exister entre la gestion des déchets et la production d'énergie, quelle part peut être couverte tout en respectant les grands principes de la hiérarchie des modes de traitement, et quelles sont les substitutions observables aujourd'hui. L'incinération avec récupération d'énergie est une donnée suivie depuis de longues années par les observatoires des déchets, au travers notamment des enquêtes ITOM, menées notamment en partenariat avec l'ADEME et Amorce. Lors de ce webinaire, nous dresserons un état des lieux des données recueillies lors de ces enquêtes, avec les observatoires de l'énergie et les observatoires de la qualité de l'air, puis nous expliquerons l'exploitation qui peut en être réalisée. La séquence, la méthanisation des déchets organiques, permettra de faire un focus sur les intrants en méthanisation qui ne répondent pas forcément à la définition réglementaire du déchet. Ainsi, l'Observatoire des déchets d'Île-de-France, l'ORDIF, vous présentera ce travail qu'il a mené cette année afin de séparer ce qui est un déchet méthanisé de ce qui ne l'est pas. Enfin, les déchets peuvent être utilisés comme combustible dans certaines activités industrielles. L'AREC Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les observatoires déchets et énergie de la Nouvelle-Aquitaine, présentera une étude qui leur a permis d'identifier et de quantifier les déchets et sous-produits utilisés comme combustible par les industries. Les combustibles solides de récupération, la biomasse, la méthanisation ou encore la pyrogazéification ne pourront pas être abordés lors de ce webinaire, mais d'autres rencontres pourraient être programmées sur ces différents sujets. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire et je vais passer la parole à Nadège Ostine, la directrice du RAR, dont je suis le président, afin d'expliquer aux nouveaux entrants ce qu'est le RAR et quelles sont nos missions. Bon webinaire à tous. Nadège. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je vais vous parler juste rapidement du RAR, donc ce n'est pas notre premier webinaire. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir fait participé en tout cas à certains des webinaires précédents. Le RAR, c'est le réseau des agences régionales de l'énergie et de l'environnement, qui rassemble 18 membres sur toute la France. Donc, les agences régionales sont des structures qui accompagnent les collectivités et les acteurs institutionnels à l'échelle régionale pour les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs de transition écologique. Et au sein de ces agences, de nombreuses agences portent des missions d'observation environnementale. Hop, je passe directement ici. Donc, dans les missions des agences, il y en a 3 principales. Il y a la connaissance du territoire, donc ça peut être la connaissance de ce qui se passe sur le territoire, la connaissance des acteurs, la connaissance des enjeux, mais également l'observation environnementale. Et l'idée de l'observation environnementale, c'est de produire et transmettre des données fiables et cohérentes dans le temps qui permettent d'appuyer les territoires et les acteurs institutionnels dans l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre de leur politique publique de développement durable. Les agences travaillent également sur de l'accompagnement méthodologique, de l'animation de réseau et puis tout ce qui est expérimentation et innovation avec une grosse part de transmission et diffusion. Aujourd'hui, au sein du RAR, nous rassemblons 12
observatoires régionaux des déchets sur les 15 qui existent en France. Alors, les observatoires régionaux se sont beaucoup structurés sur ces 2 dernières années. Et c'est plutôt une bonne chose, hein, sous la volonté des conseils régionaux, de l'ADEME et de l'État, et travaillent ensemble au sein du réseau sur des missions de mise en commun de leur savoir-faire et de leur expertise. Et parmi ces missions-là, l'idée, c'est à travers les RAID, donc les rencontres environnement et déchets, enfin, ressources et déchets, je me trompe toujours avec le E, rencontres, ressources et déchets. L'idée, c'est de partager l'expertise et les sujets d'observation portés par ces observatoires régionaux des déchets avec les acteurs du territoire, apporter un éclairage sur les enjeux environnementaux du point de vue de la donnée territoriale et est toujours en lien avec l'actualité du territoire et de nos enjeux de transition. Donc, les RAID existent depuis septembre 2020, même s'ils ne s'appelaient pas comme ça. On a commencé le principe des webinaires pendant la période Covid. Et comme ça marche bien, on continue à raison de 3 webinaires par an. Vous retrouverez tous les replays sur la chaîne YouTube du RAR ou sur le site web du RAR. En 2022, aujourd'hui, on est sur le 3e webinaire de 2022, le dernier de l'année. On a eu un événement sur les plastiques en avril, un événement sur la tarification incitative en juillet. Et là, aujourd'hui, on est sur la place des déchets dans le mix énergétique qui a l'avantage de lier la thématique énergie et la thématique des déchets. Et puis, on continue, on est en train de travailler et de préparer 2023, donc vous serez rapidement tenus informés des sujets qu'on prévoit pour 2023. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, mais pour ne pas perdre plus de temps, je repasse la main à Sarah pour rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous les deux pour cette introduction et présentation du RAR. On va continuer cette introduction qu'on va faire du coup par l'Ordéco, donc avec moi-même et ma directrice Chloé Mézano. Donc l'Ordéco, on est l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire en Occitanie, et c'est nous qui avons été chargés par le RAR de monter ce webinaire aujourd'hui sur la thématique des déchets dans le mix énergétique. Donc voilà, je vais faire le lien entre tous les intervenants qui sont prévus aujourd'hui. On vous a mis juste une petite slide de rappel pour vous demander de bien garder vos micros et caméras coupés. On pourra malheureusement pas prendre les questions en direct par micro parce que le temps est compté. Mais par contre, nous avons 3 personnes, Canel, Marc et Alexandre, qui vont lire le chat tout au long des interventions. Et il y a des temps d'échange prévus, donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat. Toutes les questions auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre trouveront une réponse par mail à la fin de ce webinaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions d'éclaircissement ou autres dans le chat. Et enfin, si jamais vous avez la possibilité de vous renommer en cliquant sur quand vous êtes dans la liste des participants, sur votre nom, à droite, vous avez 3 petits points et vous pouvez cliquer sur renommer pour mettre votre prénom, votre nom et surtout le nom de votre structure. Ça nous aidera à savoir, notamment si vous interagissez dans le chat, qui pose les questions. Et puis juste dessous, on vous a mis, si jamais vous avez des problèmes de son, d'image ou de connexion, n'hésitez pas à appeler Chloé du RAR qui vous aidera sur ces potentiels soucis techniques-là. Rappel du programme de l'après-midi, ce webinaire va durer pendant 1h30 et 1h30 finalement pour aborder une thématique sur les déchets dans le mix énergétique. C'est très court, donc on a dû faire des choix au niveau des points qu'on allait aborder et des points qu'on ne pourra malheureusement pas aborder en 1h30. Donc nous avons fait le choix aujourd'hui d'aborder cette thématique sous l'angle vraiment déchets. Donc ce sera un webinaire vraiment axé déchets et peut-être un peu moins énergie que ce que ça aurait pu être.
On ne pourra pas non plus aborder des questions comme par exemple la qualité de l'air, mais peut-être que ce webinaire cette thématique-là trouvera une suite dans un prochain webinaire. Donc voilà, on a découpé l'après-midi en 3 grandes parties, une partie sur les unités de valorisation énergétique, une partie sur la méthanisation et une partie sur les autres combustibles dont font partie les combustibles solides de récupération, les CSR, qu'on prendra le temps d'aborder un petit peu dans l'après-midi. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Je vais passer la parole à Chloé Mézano, ma directrice, qui va vous faire l'introduction à cet après-midi. Bon webinaire à tous. Donc, bonjour à tous. Sarah, il va falloir que tu passes les diapos parce que je ne les ai pas. Je les passe et il y a un temps. En introduction sur webinaire, il nous paraissait essentiel de cadrer finalement le sujet parce qu'on a tendance à parler, dès qu'on parle de déchets, un peu de déchets et de sous-produits, voire de coproduits. Donc, on voulait vous rappeler qu'est-ce qu'était un déchet dans la littérature, dans la réglementation. Et on voulait aussi vous rappeler dans la hiérarchie des modes de traitement, nous, on se situe finalement à la 4e étape, la valorisation énergétique. Sachant que quand on parle d'énergie dans le monde des déchets, on a toujours cette impression qu'on fait beaucoup, qu'on est très impliqué, qu'on en produit beaucoup et que ce qu'on fait, c'est très bien et qu'il faut en faire encore un peu plus. Sarah, est-ce que tu peux avancer le diaporama? Mais du coup, en faisant des petites recherches, on s'aperçoit que finalement, si on voit la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en France en 2021, c'était 13%. Et dans ces 13%, si on compte le déchet renouvelable et on va dire ce qui est produit par le biogaz, donc ça représente, vous voyez, à peu près 8,5%. Ramené aux 13% d'énergie renouvelable consommée, on est à peu près à 1% d'énergie renouvelable, enfin d'énergie consommée qui provient du monde des déchets. Donc, quand on se place sous l'angle déchets, on a l'impression d'être très bon et très performant. Quand on se place sous l'angle énergie, finalement, on s'aperçoit qu'on est, nous, un petit peu l'épaisseur du trait. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en parler. Donc, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec les interventions qui concernent l'incinération. Donc, avec une intervention du RAR et une intervention de Mathilde Anserguet du CIR Tomate de Montauban, qui nous présentera son projet du VE. Merci Chloé. Et juste, je reprends la parole pour terminer le propos introductif. On vous a mis, avant que je vous présente les intervenants de cet après-midi, on vous a mis une carte qui référence les structures qui portent les observatoires. Donc, vous avez les logos qui correspondent aux structures et les petites pastilles que vous avez à côté, ce sont soit des pastilles violettes pour les structures qui portent l'observatoire déchets, donc l'observatoire régional des déchets, soit vous avez des pastilles bleues pour les structures qui portent les observatoires régionaux de l'énergie. Et donc, quand vous avez les 2 pastilles collées, c'est que la structure porte les 2 types d'observatoires. Voilà, et on vous a rajouté sur cette cartographie-là un petit R pour montrer ceux qui sont adhérents au réseau du RAR. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Désolée. Je vais remettre la slide. Voilà. C'était juste pour essayer, pour que vous vous situiez, pour que vous voyez quels sont éventuellement les interlocuteurs qui sont dans les régions dans lesquelles vous êtes et pour vous montrer que même si on n'est pas forcément tous les observatoires, donc déchets et énergie, regroupés au sein de la même structure, on travaille en réseau au sein du RAR et puis après on travaille aussi dans nos divers réseaux régionaux. Voilà, donc on va passer à la partie sur les unités de valorisation énergétique, cette fois pour de vrai. Et je vais juste vous faire une petite slide d'introduction pour vous montrer qui fait quoi sur la question de l'observation des unités de valorisation énergétique, sachant que pour aujourd'hui, nous avons fait le choix de ne faire intervenir que des observatoires déchets, puisque comme je vous ai dit, on a pris la thématique sous l'angle déchets.
et on aura aussi des intervenants de structures extérieures. Mais les observatoires de l'énergie ne pourront pas intervenir, enfin, n'ont pas été prévus comme intervenants en direct aujourd'hui. Par contre, on a Thomas Paysan-Leroux, qui est coordinateur énergie au RAR et qui va vous présenter un peu le travail que mènent les observatoires de l'énergie sur cette thématique de la valorisation des déchets. Voilà, et donc avant l'intervention de Thomas, je voulais juste vous montrer cette petite cartographie, qui permet de voir donc les structures que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, il y avait les petites pastilles violettes qui sont les observatoires de déchets. Elles mènent des enquêtes auprès des incinérateurs de déchets, donc dont font partie les unités de valorisation énergétique. Mais ces enquêtes-là donc se situent au sein d'une enquête nationale qui est portée par l'ADEME et qui sont après décentralisées dans les régions. Et je voulais un peu vous montrer comment on s'organise. Donc, les régions que vous avez en vert, c'est là où les observatoires déchets mènent les enquêtes de manière annuelle. Les régions que vous avez en bleu, c'est là où l'observatoire déchets mène l'enquête tous les 2 ans. Et les régions en blanc, c'est là où c'est l'ADEME qui mène l'enquête pour ces régions-là. Voilà, sachant que pour les 2 régions en bleu, l'année où les observatoires ne mènent pas l'enquête, l'ADEME mène l'enquête au niveau national donc tout ça pour vous dire qu'on a des données sur les unités de valorisation énergétique de manière annuelle qui sont remontées dans une base de données nationale qui s'appelle Sinoé, qui ensuite permettent d'alimenter les politiques publiques et notamment l'Union européenne. Et je vous ai également référencé sur cette carte, grâce aux petites flèches vertes, quand il y a un partage donc, des données qui sont récoltées par l'Observatoire des déchets sur la thématique des unités de valorisation énergétique avec les observatoires de l'énergie. Voilà, parce que ce sont des enquêtes dans lesquelles on demande beaucoup de données énergétiques que nous, au sein des observatoires déchets, on n'exploite pas forcément, mais que dans certains cas, donc dans les régions où vous avez les petites flèches vertes, on transmet aux observatoires de l'énergie pour qu'eux puissent les exploiter. Et donc, je vais passer la main et le partage d'écran à Thomas Paysan-Leroux qui va vous expliquer un peu plus en détail comment les observatoires de l'énergie exploitent ces données-là et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Merci, merci. Je vais vous partager mon écran. Mais non, c'est pas ça. Voilà, hop là. Alors, mon écran est là. Voilà, je suppose que désormais vous voyez mon écran. Je vais mettre. Hop, voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Thomas Paysan-Leroux, je suis coordinateur énergie climat pour le RAR, au niveau du RAR. Et donc, je vais évoquer un petit peu le travail des collègues au niveau des observatoires régionaux de l'énergie et du climat que je coordonne au niveau national. Et donc faire un état, là l'idée c'est de faire un état sur la valorisation énergétique des déchets, qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire, et puis faire un état aussi des situations régionales, dans la mesure où le sujet n'est pas forcément traité de manière équivalente en région. Pour vous dresser un panorama général, alors j'ai 10 minutes, hein, donc je vais faire fi ça, excusez-moi déjà pour le fait que je vais passer sans doute assez rapidement. Donc de manière générale, donc ça a été un petit peu rappelé, mais je précise un petit peu les choses concernant la valorisation énergétique des déchets, à savoir déjà que la valorisation énergétique concernant on va dire la ressource déchets, donc, elle est multiple déjà, c'est à la fois, elle se produit dans des unités d'incinération, mais aussi à travers des sites de cogénération ou des sites d'injection de biométhane, ce qui en fait finalement, d'un point de vue périmètre, quelque chose d'assez complexe en termes de traitement. Alors, je peux avoir fait quelques erreurs également. J'ai eu assez peu de temps pour vérifier les chiffres, mais a priori, je pense que je suis à peu près dans les clous. Donc, au niveau national, les sites de production énergétique, ça représente à peu près 230 sites de production, dont une centaine d'incinérateurs. Donc, vous voyez sur la droite que l'incinération, ça représente quand même
la grosse partie en fait de la production à partir de ces ressources-là, en considérant l'ensemble des productions. Là, j'ai fait un mix entre les données du national et ce que nous, on avait. On peut considérer que toute filière confondue, c'est-à-dire cogénération, injection, incinération, les déchets, ça représente environ 6% de la production nationale renouvelable. Ce sont donc des voies comme je le disais, des voies de valorisation énergétique diverses, dont la dynamique est assez différente. Sur les voies technologiques, je m'entends sur le fait que, par exemple, sur l'injection, il y a quand même des déchets qui se développent assez rapidement. L'incinération, c'est une filière qui existe depuis forcément des années, qui évolue un tout petit peu, mais qui est plutôt stagnante. Et dans tous les cas de figure, que sur cette filière déchets, enfin sur les déchets de manière générale, on peut considérer, en tout cas d'un point de vue énergétique, que ces ressources sont en quelque sorte ont une forme d'abondance, mais pour autant sont quand même limitées, puisqu'on ne peut pas forcément en produire plus que ce qu'on a de déchets. Et dont on connaît finalement la finitude de l'exploitation potentielle des déchets, en tout cas a priori, ce qu'on n'est pas forcément capable de faire sur d'autres filières. Donc, ça a été dit, je donne quelques chiffres supplémentaires sur le fait que les déchets dans les bilans énergétiques, c'est un sujet mineur, bien sûr, entre guillemets, dans la mesure où la couverture de la consommation finale est tout à fait minime. Ça a été dit, quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau régional, c'est c'est moins de 2%, voire 1%, moins de 1%, ça dépend des régions. Mais la couverture, en fait, est vraiment faible. Et ensuite, si on regarde en fait la part des déchets, et notamment la filière valorisation énergétique, donc par incinération dans les bilans de production, on a des choses qui sont un peu plus disparates avec un cas de figure un peu particulier, c'est l'Île-de-France sur lequel on a une part qui est finalement qui est relativement importante, mais la moyenne générale est plutôt de l'ordre, parce que c'est vraiment un cas isolé, est plutôt de l'ordre de 8% concernant l'électricité et 11% concernant la chaleur. Et là, comme on est sur des sources OREC, c'est-à-dire observatoires, j'ai bien précisé hors géothermie de surface. Voilà, donc pour avoir un peu plus d'éléments énergétiques, qu'est-ce qu'on peut dire de manière complémentaire par rapport à cet état des lieux, notamment au niveau des disparités régionales, c'est que finalement, les situations régionales peuvent néanmoins être un petit peu contrastées dans la mesure où les situations en termes de valorisation énergétique dépendent évidemment des solutions de traitement de déchets initiales qui sont choisies et des choix techniques de valorisation énergétique qui sont utilisés. Cela dit, il y a quand même des grosses constantes. On voit tout de suite que l'incinération, c'est la grosse part du gâteau. Et que ensuite, dans les ressources valorisées, les capacités de production sont essentiellement liées finalement à la production dans les territoires et donc proportionnellement varient surtout en fonction du nombre d'habitants ou de l'activité présente sur les territoires. En termes de traitement, par contre, alors concernant maintenant, on va en plus rentrer sur la valorisation, comment on valorise aujourd'hui au sens qu'est-ce qu'on diffuse aujourd'hui et comment on traite le sujet au niveau des observatoires régionaux. Eh bien, ce traitement, comme je l'expliquais au tout début, il est assez compliqué dans la mesure où il y a de nombreuses technos, qu'il y a de nombreuses valorisations potentielles et que les déchets, autant la filière est effectivement assez nettement visualisable concernant l'utilisation des déchets au sens unité de valorisation énergétique. Par contre, les déchets au sens ressources sont confondus dans la filière biogaz ou confondus à terme dans la filière potentiellement bois biomasse, parce que sur les combustibles solides, ils pourraient en fait se retrouver un petit peu là-dedans. Alors c'est hypothétique, mais en tout cas,
on distingue pas forcément facilement, en tout cas, cette filière déchets dans l'ensemble du bilan énergétique. Par contre, en termes de sources de données, bon, on a des sources qui sont très équivalentes entre territoires, avec des investissements plus ou moins importants, sachant que la base du traitement des données, en tout cas utilisées pour les bilans, c'est notamment les enquêtes Sinoé, qui sont parfois complétées d'enquêtes auprès des exploitants, des services, déchets ou des rapports publics, et puis comparées avec des sources de données, notamment sur la production électrique, notamment sur les données Open Data, c'est le petit Audrey, hein, c'est Open Data, et donc c'est un site d'Open Data qui donne des valeurs de production électrique notamment. Et donc actuellement, pour des problèmes un petit peu de traçabilité en fait des ressources, par contre, le bilan énergétique au sens vraiment primaire n'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé, d'où le fait aussi qu'on a du mal à ressortir cette filière déchets dans le bilan. Donc, par rapport aux indicateurs produits, donc ça, c'est un petit peu un medley un petit peu de ce que vous pouvez voir en fait et disposer dans les observatoires. De manière assez classique, les indicateurs de base qui sont systématiquement diffusés, c'est notamment des indicateurs sur lesquels on peut visualiser à la fois la position finalement des incinérations. Là, j'ai positionné je traite que la partie incinération des déchets. Donc, on peut savoir assez facilement, il y a différents outils, c'est soit des publications régionales ou des publications locales, soit aussi sur le web via, par exemple, le Terristory, donc en haut à droite de l'écran, ou sur des tableaux web dynamiques, comme on voit au niveau de Nouvelle-Aquitaine. Bref, on a des indicateurs qui font état, en tout cas, des installations, des puissances installées, plus ou moins détaillées, et des productions, et notamment production chaleur-élec. Ça, c'est vraiment les grosses constantes. Et après, certains observatoires vont aller plus loin. Alors, je prends l'exemple de la Bretagne que je connais bien, puisque j'ai pu participer à ce genre de choses, sur lesquelles on peut pousser en fait l'analyse de la valorisation énergétique des déchets, avec différents items, enfin différents axes en tout cas sur lesquels on pourrait imaginer, on peut pousser l'analyse, que ce soit, donc je l'ai évoqué, sur les puissances installées, mais aussi sur le détail de la valorisation énergétique, entre la chaleur fatale, vendue, autoconsommée, entre aussi, en poussant l'analyse sur les consommations d'énergie entrantes, qui sont des consommations complémentaires, bien sûr, de combustible. Et puis aussi, on peut tout à fait imaginer aussi d'avoir des indicateurs plus poussés sur du coup le pouvoir calorifique des déchets, son évolution, ou bien la performance énergétique des incinérateurs. Là, ça passe généralement par le croisement entre des données d'enquête et des calculs qui sont faits. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un état de ce qui peut être tenté. Et puis enfin, pour dresser un petit peu des éléments plus prospectifs sur le sujet des déchets, ce qu'on voit, ce qu'on constate au niveau des observatoires énergie-climat, c'est ce que j'ai évoqué depuis le début, c'est-à-dire une diversification finalement des vecteurs énergétiques concernant la valorisation énergétique des déchets. Donc cette diversification, aujourd'hui, elle est en cours. On focalise beaucoup sur les incinérateurs, mais demain, il est probable qu'on détaille de plus en plus d'autres sujets, notamment la partie biogaz, qui pointent notamment des sujets qui sont encore traités de manière vraiment très, très disparate, notamment la pyrogasification, donc avec notamment l'utilisation des combustibles solides renouvelables, et puis avec un sujet vraiment de vigilance depuis le démarrage, enfin depuis le tout début, notamment pour la valorisation énergétique, qui est la disponibilité de chaleur et donc l'évolution de la chaleur thermique utilisée versus la chaleur thermique aujourd'hui fatale, qu'on essaie de minimiser finalement au fur et à mesure dans les territoires. Donc voilà pour ce bilan. Je m'en excuse auprès de vous, parce qu'on a un temps assez limité. Si vous avez des remarques, des éléments, n'hésitez pas, je reste à votre disposition par rapport à ces éléments qui vous sont apportés.
Voilà, du coup, je vais relaisser la parole à Sarah et je départage mon écran. Merci Thomas pour ce tour d'horizon dans le temps imparti. Je vous ai pas précisé, mais évidemment, les intervenants ont vraiment un temps très limité. Donc, ils ont fait certains choix dans les informations qu'ils vous présentent aujourd'hui, mais ils restent bien sûr disponibles à la suite du webinaire pour pouvoir éventuellement creuser ou aborder certains sujets qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aborder aujourd'hui. On va terminer cette partie sur les unités de valorisation énergétique avec le témoignage d'une collectivité. Donc, Mathilde Anserguet, qui est directrice du pôle déchets propreté au CIRTOMAT, qui est un des syndicats de traitement de déchets du Tarn-et-Garonne. Elle est basée à Montauban et elle va vous évoquer l'intérêt local de l'unité de valorisation énergétique de Montauban. Mathilde, je te laisse partager ton écran. Merci. Merci. Bonjour à tous. Hop, je vous ouvre le partage. Est-ce que vous voyez? La présentation? Oui. Ouais, c'est bon, super. Oui, c'est bon. Alors, donc d'abord, je vais vous présenter la structure du syndicat et effectivement l'intérêt pour nous au niveau local de ce mode de traitement et de cette production d'énergie et la réflexion qui a été menée sur son évolution. Donc nous, on est un des syndicats effectivement de traitement des déchets du Tarn-et-Garonne qui regroupe donc un peu plus de presque 120 000 habitants maintenant, on va dire, en Tarn-et-Garonne, donc avec le Grand Montauban et la communauté de communes Terre des Confluences, donc la commune centre Montauban, et on a pour compétence donc le transport et le traitement des déchets et la valorisation ensuite de tous les sous-produits. Donc historiquement, le syndicat traite ces déchets par incinération. Il faut savoir qu'on est un cas particulier comme département puisqu'on a plusieurs solutions de traitement de nos déchets. On a un département qui a le choix et on a donc un centre d'enfouissement qui a une capacité importante qui se trouve à proximité. Et donc, on a les deux modes de traitement sur le département. Donc, juste pour balayer un peu notre système de gestion des déchets au niveau du syndicat. Donc, nous, on fait que le traitement. Les collectivités donc ont la compétence collecte, donc gèrent toute la partie amont avec la gestion des bacs et la collecte des déchets. Et donc, nous, on prend le relais au niveau des deuxièmes flèches. Donc, vous avez le schéma pour l'année 2021 avec les quantités de déchets qu'on prend en charge. Donc 33 600 tonnes, on va dire, d'ordures ménagères résiduelles, près de 9 000 tonnes de collecte sélective et 3 500 tonnes de verre. Et pour la partie qui nous intéresse, donc nos déchets sont envoyés majoritairement en incinération. Donc sur l'incinérateur qui se situe sur la commune de Montauban. Et on a le complément du coup avec le centre d'enfouissement qui se trouve à proximité, uniquement pendant les arrêts techniques du four, donc on va dire un gros mois dans l'année, où nos déchets, puisqu'on n'a qu'une ligne de traitement des déchets sur notre four, nos déchets sont traités au centre d'enfouissement. Et un focus sur notre production de déchets parce que c'est quelque chose qu'on suit avec attention et quand on regarde la hiérarchie des traitements, on l'applique aussi au quotidien. Donc nous, notre objectif, c'est de maîtriser la production de nos déchets avant de les valoriser. Donc l'indicateur qu'on suit, c'est la production de déchets en kilos par an et par habitant. Donc on mène depuis des années un programme de réduction des déchets qui a été lancé en 2010 au niveau du syndicat. Donc avec une diminution, on voit, de la production de déchets. Donc là, on commence en 2014 jusqu'en 2021 sur cette réduction. Et ensuite, on a les différentes filières de traitement. Donc, en marron, tout en bas, c'est notre part d'enfouissement. Gris, c'est l'incinération, donc notre plus grosse partie de traitement des déchets. Et ensuite, on a donc le tri des emballages et des papiers et la valorisation du verre. Donc, nous, notre gros sujet, donc pour 30 000 tonnes en gros par an, c'est l'incinération.
qui est le poste de dépense le plus important au niveau du syndicat. Et donc, on a mené une réflexion ces dernières années pour faire évoluer notre site de traitement des déchets. Donc, c'est la réflexion qui a été menée avec la présidente et les élus du Sir Tomate, puisqu'on a une usine qui est vieillissante, puisqu'elle date de 1984, reliée à un réseau de chaleur qui a été construit en même temps que l'usine, donc en 1984, qui faisait 3 km, donc un petit réseau, et qui nous permettait donc de valoriser majoritairement par du chauffage et un peu de production d'eau chaude sanitaire, mais que 20 à 25% de l'énergie donc disponible dans nos déchets. Donc le contexte qui nous a amené quand même à réfléchir sur l'évolution de notre incinérateur, c'est que notre incinérateur arrive en fin de vie et bien la TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes, qui évolue fortement depuis ces dernières années. Et puis on a une tendance quand même qui est importante. Donc je vous ai mis les chiffres qu'on avait présentés à nos élus, avec surtout l'écart entre l'enfouissement et l'incinération. Qui donnait des perspectives, plus le plan régional déchets, donc qui rentrait aussi dans le contexte, qui indique une diminution des capacités d'enfouissement et le maintien des incinérateurs, mais des unités de valorisation énergétique. Donc c'est celle qui valorise le plus d'énergie, avec une production de chaleur comme ce qu'on faisait et une production électrique. On savait que nous, pour devenir UVE, il fallait développer le réseau de chaleur et avoir une production électrique. Pour cela, il fallait refaire notre incinérateur. Donc, les options qui ont été mises sur la table, c'est donc l'arrêt de l'incinérateur et l'envoi en enfouissement, ou comparer avec des travaux pour devenir une unité de valorisation énergétique. Donc, c'est le choix qui a été fait par les élus du syndicat de faire des travaux pour devenir une unité de valorisation énergétique, puisque la balance économique, en dehors d'autres critères, la balance économique allait de ce côté-là. Les autres critères, c'était qu'on avait un réseau de chaleur associé, donc il fallait aussi, si on arrêtait l'usine d'incinération, il fallait trouver un autre moyen de production de chaleur pour notre réseau, et aussi une volonté du syndicat de garder une indépendance et de maîtriser sa filière de traitement des déchets. Donc on a lancé un renouvellement de notre délégation de service pour reconstruire l'incinérateur. Donc ça, c'était en gros le cahier des charges, on va dire la trame de notre délégation de service public. L'objectif, c'était de maintenir le traitement des 30 000 tonnes de déchets qu'on avait. À l'époque, l'incinérateur traitait les ordures ménagères résiduelles, des déchets d'activités de soins à risque infectieux et des déchets industriels. Et donc, je vous disais, la volonté, c'était aussi de maîtriser notre filière de traitement des déchets en Tarn-et-Garonne. Donc, le choix de pérenniser l'incinérateur, d'augmenter sa durée de vie et la capacité de production d'énergie. Donc, ça faisait partie du cahier des charges. Et l'objectif, donc, fixé au candidat, c'était de devenir le niveau de valorisation énergétique nécessaire, R1, qui nous permet aussi de bénéficier de la TGAP à taux réduit. Ce projet impliquait aussi une coordination avec la ville, puisque le réseau de chaleur appartient à la ville de Montauban. Donc, il fallait coordonner le développement du réseau de chaleur et la rénovation de l'incinérateur pour que ce soit cohérent, que le moyen de production permette d'alimenter le réseau, coordonner les chantiers et les conventions de revente, puisque l'incinérateur revend l'énergie au réseau de chaleur. En gros, le calendrier, donc vous avez le calendrier des procédures, ça s'est étalé sur 2019-2020, avec donc les critères de choix pour nous, c'était l'intérêt économique de l'offre, la qualité du projet donc de rénovation de l'incinérateur. Le premier établissement, c'est la reconstruction de l'incinérateur, et enfin un volet sur l'exploitation du site actuel et du futur site.
Donc, ce qui a été demandé aux concessionnaires, donc c'était de gérer l'équipement. Donc, à la fois l'équipement sur la diapo, là, en bas à gauche, vous avez la vieille usine et à droite la nouvelle. Gérer l'ancien équipement et le nouveau, avec comme contrainte pour nous de maintenir en exploitation le vieil équipement pendant qu'ils reconstruisent le nouveau. Et ils le reconstruisent sur le même site, puisque on voulait conserver donc notre équipement sur ce site-là, ce qui nous permet aussi de garder notre autorisation d'exploiter, donc de s'affranchir aussi d'un délai de procédure administrative. Donc, c'était tout l'intérêt de garder le même site, les mêmes capacités, puisqu'on avait un arrêté pour 35 000 tonnes de déchets incinérés par an. Donc, on a un petit site, nous, de traitement des déchets. Et donc, on a demandé, c'est de moderniser l'incinérateur. Donc, il fallait remplacer une nouvelle ligne d'incinération, nouveaux fours et chaudières pour pouvoir valoriser plus de chaleur et produire de l'électricité. Remplacement complet du système de traitement des fumées, puisqu'il y a des normes qui s'appliquent en 2023, des nouvelles normes européennes sur les émissions des incinérateurs. Donc, on a intégré ça dans notre projet, et la valorisation de l'énergie, donc sous forme de vapeur vendue au réseau de chaleur et de production d'électricité. Et donc, dans le cahier des charges, ce qu'on demandait, c'était au minimum de maintenir les capacités d'incinération. Donc voilà ce que ça a donné. Donc au démarrage, au 1er janvier 2022, donc de notre délégation de service public pour 20 ans, donc avec le groupe Séché, pour la construction de notre nouvel incinérateur qui s'appelle MOVE, pour Montauban UVE, donc unité de valorisation énergétique. On a pu augmenter la capacité de traitement des déchets à 38 500 tonnes, sachant que il y a de la demande. Nous, au niveau du syndicat, on sera autour de 30 000 tonnes, mais après, il y a d'autres déchets dans le département qu'on pourra absorber. Ça nous permet d'augmenter la production de chaleur pour alimenter le réseau de la ville. Je vous présenterai après l'extension du réseau. Et donc, ça nous permet en complément de produire l'électricité, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, tout en améliorant les performances environnementales. Donc, ça a un intérêt économique, ce projet, mais ça a un coût d'investissement qui n'est pas négligeable. Donc, 43 millions d'euros d'investissement pour cette nouvelle unité, avec un démarrage des travaux en octobre et une livraison prévue en septembre 2023. Donc, vous avez les caractéristiques techniques là, du projet, donc une ligne de traitement pour incinérer les déchets à sa capacité de 5 tonnes heure avec un PCI de 2300 kilocalories par kilo, dans 38 500 tonnes par an, je vous l'ai dit. Et donc, il y aura un groupe turbo-alternateur avec une cogénération, du coup, qui permettra de produire jusqu'à 40 gigawattheures par an en énergie, et une production électrique de 18 gigawattheures par an. Et on sera conforme donc les nouvelles normes européennes qui s'appliquent en 2023 sur ce nouveau site. Donc ça, c'est l'avancement du projet. Donc notre nouveau projet, on aura un système classique de traitement des déchets. On conserve la fosse actuelle. On aura un nouveau four chaudière, le groupe turbo-alternateur, le traitement des fumées, et ensuite une plateforme pour traiter les mâches-fer avec un nouveau bâtiment administratif. Donc là, ils sont en train de monter les chaudières, tout ce qui est raccordement, gaine, la charpente métallique. Et en train aussi, donc les bâtiments sont en train de prendre forme. Donc pour le groupe turbo-alternateur avec sa dalle, les locaux administratifs et la salle de commande. Voilà, une petite photo du chantier avec le groupe four chaudière qui est installé, qui est en train d'être accordé. Et donc, en parallèle, ce qui était important, c'était de développer le réseau de chaleur, puisque en l'état, le réseau ne nous aurait pas permis d'atteindre une performance maximum. Là, le projet, on va être à 100%, vu les calculs, on va être à 100% de valorisation de la chaleur issue de nos déchets, donc c'est quelque chose d'important. Et ça a un impact direct sur le territoire, vraiment, ce réseau de chaleur, surtout avec le contexte actuel, son extension et sa commercialisation. On est très demandé sur le raccordement de nouveaux bâtiments. D'ailleurs, on n'a plus d'énergie disponible aujourd'hui. Il va falloir qu'on réfléchisse à peut-être d'autres sources de production pour alimenter notre réseau de chaleur. Mais donc, il s'est fait. Donc là, c'est pareil, c'est une délégation de service public qui a commencé en 2019 pour 17 ans.
On avait un sujet sur notre réseau de chaleur puisque le réseau était posé sur le lit du Tarn et on savait qu'il y avait une fragilité. Donc, on a refait une traversée du Tarn, mais on accroche sur le pont de l'Avenir de Montauban et une extension en 2 phases. Donc là, 13 millions d'euros de travaux d'extension financés par le Fonds Chaleur avec l'ADEME, heureusement. Vous avez le passage du pont de l'Avenir qui a été rajouté. Historiquement, notre réseau, il s'arrêtait au centre hospitalier qui est ici. C'était le client le plus important de notre réseau de chaleur. Et donc, de 3 km, il va passer à 13 km. Donc là, on est en train de finir la dernière extension, en raccordant des clients comme les cliniques, la piscine, les écoles de Montauban. La ville de Montauban n'était pas cliente de son réseau de chaleur, donc maintenant elle l'est. Donc effectivement, pour nous, au niveau local, même si on a vu qu'à l'échelle nationale, c'était une petite source de production, pour nous, ça a un impact très important sur la commune de Montauban et les clients qu'on a pu raccorder et sécuriser sur l'approvisionnement d'énergie à un coût extrêmement compétitif grâce à grâce à nos déchets. Voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Mathilde. On a déjà un tout petit peu de retard qu'on a pris dès l'introduction sur le programme qu'on avait imaginé au départ. Du coup, on va pouvoir prendre juste une question. Je pense que Mathilde, elle est plutôt pour vous. Je ne sais pas si vous voulez apporter des éléments de réponse ou si vous ne pouvez pas, mais il y a eu une discussion dans le chat sur l'évolution future de la caractérisation des déchets qui vont rentrer en UVE, puisque biodéchets, normalement, auront tendance à réduire et à être sortis des OMR. Est-ce que vous avez déjà regardé et qu'est-ce que ça influerait du coup sur l'UVE de Montauban? En fait, on a choisi ça fait partie donc des hypothèses d'évolution de notre four et de notre cahier des charges. Donc, on a choisi un four qui peut fonctionner avec une plage de PCI qui est assez large et qui normalement pourra bien supporter donc du coup l'évolution du PCI, le retrait effectivement. Le retrait des biodéchets de nos ordures ménagères, même si on sait que ça va prendre de nombreuses années avant qu'il y ait un impact significatif sur les ordures ménagères entrantes. Mais c'est bien intégré dans le dimensionnement de notre four. Et on n'a pas de souci aussi d'alimentation. Il est sous-dimensionné par rapport à la production de déchets de notre territoire. Donc, on n'a pas peur non plus de plus arriver à alimenter le four si on retire des déchets. Ça, c'est pas une inquiétude chez nous. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose qu'on passe à la suite, donc qui va être dédiée à la méthanisation. Pour les autres questions dans le chat, on les a bien notées et on vous apportera une réponse avec le compte-rendu, je pense. Je vais vous partager mon écran pour vous ressortir une petite nouvelle carte. Donc, cette fois, je vous propose un tour de France des observatoires déchets sur la question de la méthanisation. Alors, c'est une carte sur laquelle il y a beaucoup d'infos. L'idée, c'est pas forcément de vous détailler le fonctionnement de chaque région puisque voilà, c'est pas forcément l'objet des témoignages cet après-midi. Excusez-moi, il y a un micro ouvert. Si vous pouvez le couper. Non, je vais aller chercher le... C'est bon, pardon, excusez-moi. Oui, je vous disais, donc le but, c'est pas de rentrer dans le détail de comment s'organise l'observation de la filière méthanisation actuellement, d'autant plus que l'ADEME mène en ce moment une étude pour l'harmonisation future de l'observation de la filière méthanisation. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, chaque région fonctionne un petit peu différemment. Du coup, on a trouvé ça important de vous faire cette carte qui est l'état des lieux aujourd'hui de comment on observe la filière méthanisation dans les différentes régions. Mais il faut avoir en tête que cela aura tendance à bouger et probablement à être harmonisé dans les années à venir.
sur la carte, quand vous voyez le petit dessin de l'unité de méthanisation, c'est que l'Observatoire a une vision précise du parc des unités de méthanisation en fonctionnement. Quand vous avez une petite flèche qui entre, c'est que l'Observatoire a, dans les 5 dernières années, fait une étude sur les intrants dans les unités de méthanisation. Ces études sont parfois menées en lien avec le contrôle réglementaire que réalisent les DREAL ou la DRIT en Île-de-France, qui est un contrôle qui s'adresse en fait aux bénéficiaires d'un soutien tarifaire de l'État au titre de l'injection du biométhane ou de l'électricité produite. Et quand vous n'avez pas la petite Marianne, c'est que l'Observatoire mène l'étude indépendamment de ce dispositif de la DREAL. Mais parfois, comme c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, l'Observatoire récupère quand même les données qui sont déclarées dans l'outil DREAL, mais elle mène aussi en parallèle son enquête. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une réflexion sur l'observation de la méthanisation actuellement pour éviter de solliciter les exploitants trop de fois sur des questions qui peuvent parfois être similaires. Voilà, en tout cas, on fait déjà au mieux pour que ce soit pas le cas et on fait au mieux pour partager les infos qu'on a avec les différentes structures, puisque la méthanisation est vraiment un sujet qui est à cheval sur les déchets et l'énergie. Pour vous parler un peu plus en détail de la méthanisation aujourd'hui, je vais accueillir Madame Laetitia Aubeux, qui est chargée de développement biométhane à la direction biométhane de GRDF. Et donc, elle va vous développer un petit peu plus le rôle de GRDF dans l'adaptation du réseau pour le déploiement de la méthanisation, et elle vous évoquera également les enjeux de valorisation du biogaz et du digestat. Je me permets de rappeler que, voilà, comme tous les intervenants, son temps est limité, donc elle va faire au mieux pour être la plus exhaustive possible, mais comme depuis le début, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Madame Aubeux, vous pouvez brancher votre micro et je vous mets le diaporama. Oui, bonjour à tous. Donc Laetitia Aubeux, je suis chargée de développement biométhane chez les collectivités pour la direction nationale de GRDF. Et effectivement, on m'a sollicité pour parler de la méthanisation du gaz vert dans le cadre de cette thématique déchets et mix énergétique. Donc, le rôle de GRDF, en fait, il est, parce qu'effectivement, c'est important de le détailler. Bon, vous n'êtes sans doute pas sans savoir qu'on est d'abord distributeur de gaz pour les collectivités. On achemine aujourd'hui du gaz sur un peu plus de 200 000 km de réseau, 11 millions de clients, 9 614 communes, et donc ça couvre 77% de la population aujourd'hui. Dans ce rôle de distribution de gaz, on est bien sûr intégré complètement aux enjeux de transition énergétique, puisqu'on est énergéticien, mais on est aussi mission de service public. On est soumis à l'autorité régulée de la CRE et on œuvre dans l'intérêt général en faveur de cette transition énergétique avec des objectifs vis-à-vis du gaz vert qui sont très clairs, qui sont définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie, à savoir 12 TWh en 2023 et 10% de gaz vert en 2030. Donc à ce titre, on est vraiment un partenaire auprès des collectivités territoriales, mais également auprès de tous les acteurs qui ont bien sûr un rôle à jouer, qui jouent un rôle dans le développement de la filière méthanisation, et donc dans un objectif de neutralité carbone in fine, et donc qui suppose derrière tout ce qui s'ensuit, énergie renouvelable, gestion durable de nos déchets. Donc on a une expérience depuis, on va dire aujourd'hui, les premiers sites en injection, c'est-à-dire un cadre réglementaire qui s'est ouvert en 2011 avec les premiers décrets qui permettent l'injection de biométhane à partir des déchets. Et donc à ce titre, on œuvre aux côtés de la filière pour promouvoir, informer, catalyser cette filière de production de gaz vert. Un petit rappel quand même, vous pouvez passer sur la slide 2, Sarah, un petit rappel d'importance quand même sur
finalement la place du gaz dans le mix énergétique, hein, en totale complémentarité bien sûr avec les autres énergies. Faut savoir que donc, la France est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050 et parmi les chemins qui permettent d'y parvenir, la baisse de la consommation d'énergie bien sûr, le recours aux énergies renouvelables évidemment, et pour la plupart aussi une augmentation conséquente, hein, de la consommation d'électricité, et qui du coup ne peut que renforcer l'importance de maintenir le gaz dans le mix énergétique pour assurer la sécurité des approvisionnements, pour gérer la continuité de l'alimentation des clients et également parce qu'on est sur un réseau existant avec plus de 200 000 km de réseau, hein, d'infrastructures existantes qui permet au gaz d'être une énergie flexible avec des capacités de stockage qui sont loin d'être négligeables. Voilà. Donc, slide 3, bien évidemment, je vous parle du gaz, mais je vous parle surtout du gaz vert, puisque c'est bien l'objectif, hein, de pouvoir verdir l'intégralité des infrastructures gaz d'ici à 2050, dans cet objectif de neutralité carbone. Il y a plusieurs façons, hein, de produire le gaz vert. Ici, je vais zoomer sur la méthanisation, mais bien sûr, il y a d'autres voies, hein, de production de gaz vert à partir d'autres types de déchets. Voilà, donc, vous avez sans doute entendu parler de la production par pyrogasification, par gasification hydrothermale ou encore par méthanation. Donc il faut l'avoir en tête. L'énergie gaz vert est une énergie globalement qui est finalement le sous-produit d'une gestion des déchets et d'une valorisation énergétique de nos déchets urbains et agricoles. Alors, la méthanisation, elle s'inscrit donc pleinement, hein, dans l'atteinte des objectifs nationaux et européens, hein, de réduction de nos émissions, de production d'énergie renouvelable et de valorisation de nos déchets. Et elle se place très précisément dans la hiérarchie des déchets, hein, le traitement des déchets, tout simplement à la fois dans un objectif de recyclage matière et à la fois dans un objectif de valorisation énergétique. Donc, on a le double bénéfice après avoir, bien sûr, passé les étapes de réduction ou réutilisation de ces déchets. Donc l'injection de biométhane issue de la dégradation biologique anaérobie de nos déchets, déchets organiques, elle est permise depuis 2011, hein, par le Code de l'énergie, et elle porte très clairement de façon exponentielle le développement de la filière méthanisation avec son rendement élevé, et à partir d'infrastructures gaz existantes, hein, pour permettre de verdir les territoires. Alors, évidemment, tous les territoires ne sont pas dotés de réseaux gaz et il y a, sur ces dernières années, eu des gros enjeux d'appui sur le plan réglementaire avec des dispositions telles que le droit à l'injection qui permettent plus facilement aux opérateurs de pouvoir mailler le territoire en réseau gaz avec des solutions de maillage, avec des solutions de rebours et qui font aujourd'hui finalement qui nous permettent d'être confiants très clairement aujourd'hui sur l'atteinte des objectifs PPE et 100% de gaz renouvelable à 2050. Alors justement, il y a plusieurs scénarios, hein, qui intègrent la méthanisation qui ont été étudiés, hein, et qui mobilisent de manière plus importante le potentiel gaz renouvelable ou gaz vert via d'autres solutions de production, comme je l'ai déjà dit, la pyro, l'hydrogène, la méthanation, avec des niveaux de maturité différents et des modes de pilotage différents. Le sujet de la pyro, il me semble qu'elle sera traitée sur une autre partie de ce webinaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un gisement aujourd'hui suffisant, hein, de production de gaz vert pour couvrir l'ensemble des usages à horizon 2050, et que la méthanisation, eh bien, elle peut représenter aujourd'hui autour de 140 TWh de ce gisement global. À savoir que ces études ont pris en compte le respect de la priorité des usages alimentaires qui a été très clairement rappelé en introduction de ce webinaire, le maintien et le développement des puits de carbone naturels, hein, comme les forêts, les usages longs du bois, et voilà, donc tout ça, ça a été considéré. Donc 140 TWh, la slide suivante peut être passée, enfin les deux, voilà, celle-ci
Donc ça, c'est ce que je vous disais, hein, les différents scénarios qui tiennent compte donc des priorités d'usage de nos flux organiques. Et puis, donc, la méthanisation, à peu près 142 TWh de potentiel exprimé d'ici à, enfin, potentiellement mobilisable d'ici à 2050, avec globalement des estimations qui permettent, enfin, qui aujourd'hui, bien sûr, sont loin d'être atteintes, donc avec une large fenêtre pour encore faire mieux. Donc la méthanisation aujourd'hui, je vous le disais, qui est développée déjà depuis les années 2000, hein, c'est 1300, un peu plus de 1300 unités de méthanisation. Alors ça, c'était un chiffre au 1er janvier 2022. Donc il a évolué à la hausse depuis. Sur ces 1308 unités de méthanisation, au 1er janvier 2022, il y en avait, pour vous dire, 371 qui étaient en injection et 759 qui étaient en cogénération. Au 6 octobre, ce sont 109 sites de plus qui ont été mis en service. Et vous voyez, donc on est aujourd'hui à 480 sites qui injectent, tout opérateur de réseau confondu. Quand je parle de l'injection, je ne parle pas de l'injection uniquement sur les réseaux de distribution, je parle aussi de l'injection qui est possible sur le réseau de transport ou encore en injection portée, mais qui est effectivement moins développée aujourd'hui. Voilà, donc on a plus de 8 TWh de capacité raccordée. On a dépassé la capacité d'une tranche nucléaire. Et vous voyez que la répartition des sites de méthanisation en injection, eh bien, c'est essentiellement agricole. Le gisement des 142 TWh est essentiellement porté par le gisement agricole, majoritairement des agricoles autonomes, agricoles territoriales, avec plus de 6 TWh aujourd'hui de capacité installée. On a, côté déchets urbains, une quinzaine d'installations de stockage de déchets non dangereux. Vous pouvez passer à la slide suivante, du coup. Je passe très vite parce que le temps m'est compté, donc c'est rapide. Donc on a une quinzaine d'installations de stockage de déchets non dangereux, pour à peu près 330 gigawattheures par an et 35 stations d'épuration qui injectent aujourd'hui pour 450 gigawattheures par an. Voilà. Et la perspective, elle est favorable. Vous voyez que sur la slide suivante, s'il vous plaît, on était à 44 sites en 2017, on en est, donc je vous le disais, à 480 aujourd'hui, avec une prévision 2022 à 515, alors ce sera un petit peu moins. La loi énergie-climat du 9 novembre 2019 a fixé un objectif de 8% en 2028 de gaz renouvelable dans les réseaux. La PPE, qui est en cours de refonte, elle a publié un objectif de 24 à 32 TWh d'ici 2028. Donc le biométhane à lui seul en ce début octobre, c'est 8 TWh. Donc on a un prévisionnel qui est inscrit au registre des capacités de 25 TWh, qui dépasse l'objectif de la PPE 2028, avec 1150 projets. Et on a injecté jusqu'ici 12 TWh. C'est 1 million de logements qui peuvent être alimentés en gaz vert. Les différents types de méthanisation pour traiter nos déchets organiques, j'en ai parlé. Globalement, les coûts de traitement et de production de ce gaz vert sont autour aujourd'hui de 90 à 120 € le mégawattheure. Hors subvention, il y a un objectif de compétitivité, bien sûr, avec des baisses de coûts de 30%, qui placeront, on va dire, le gaz vert produit à partir de méthanisation de façon comparable aux autres énergies renouvelables. Voilà, et donc la méthanisation, alors les étapes de montage d'un projet de méthanisation, évidemment, comme tout projet de production d'énergie renouvelable à partir des déchets, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a en moyenne entre 3 et 4 ans le montage d'un projet. Ça passe bien sûr par
différentes étapes de réflexion, de mobilisation, de s'informer sur les gisements, notamment mobilisables. Ça fait partie des prérequis, de comprendre ce qu'est la méthanisation, bien sûr. Et puis après, il y a toutes les études préliminaires qui embarquent différentes spécialisations de bureaux d'études, qui embarquent bien sûr le savoir-faire des opérateurs gaziers, qui embarquent les constructeurs, qui embarquent toutes les instances d'instruction réglementaire. Alors, la méthanisation de nos déchets organiques, ça répond pleinement aux objectifs de plus d'économie circulaire dans nos territoires. C'est pourvoyeur de valeur énergétique, de valeur matière via le recyclage, de valeur emploi, donc économique. La production de ces deux sous-produits de la méthanisation que sont les digestats et le biométhane, donc le biogaz épuré, elle est double. On va avoir une capacité pour les digestats à se substituer aux engrais de synthèse. Et si on remonte encore sur les flux de ressources consommées, énergie, énergie et ressources minières, ça, c'est également vrai pour le biométhane qui vient de se substituer aux énergies fossiles. Et on peut placer à la slide suivante avec un facteur d'émission du biométhane produit à partir de la méthanisation de nos déchets organiques qui est 10 fois moins important que celui du gaz naturel fossile. Et vous voyez encore plus pour évidemment le cas du fioul, du charbon. Donc on est pleinement en réponse aux engagements de moins d'émissions de gaz à effet de serre et d'atteinte à la neutralité carbone. Et enfin, slide suivant, il y a un sujet de réponse qui est apporté ici via la méthanisation de nos déchets organiques vis-à-vis de la pollution de l'air, qui fait plus de 40 000 morts en France. C'est 31% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, et le carburant GNV avec sa version renouvelable issue du biométhane vient aussi apporter une solution concrète pour une mobilité plus propre et qui permet de boucler la boucle du verdissement des usages. En 2021, le bio-GNV, donc le bio-GNV issu du biométhane, représentait 17,5% de la consommation. Le territoire s'est doté a aujourd'hui 252 stations publiques de GNV, bio-GNV. C'est sur 2021, 29 000 véhicules qui roulent au bio-GNV, GNV en France, dont la moitié sont des poids lourds, puisqu'effectivement, c'est une cible qui est fortement intéressée pour se développer sur cette mobilité propre. Il y a 50% des bus urbains qui sont immatriculés en 2021 au GNV, bio-GNV, et 25% des bennes à ordures ménagères. Ça vous permet de visualiser et de boucler les boucles aussi sur ces enjeux de mobilité propre. À savoir que les motorisations en GNV génèrent moins 15% de CO2, et quand ils sont en bio-GNV, c'est moins 80% d'émissions de CO2 par rapport à la norme Euro 6. Donc, la méthanisation, elle repose sur des ressources locales et disponibles. Elle permet l'atteinte de l'autonomie énergétique, vous l'avez compris, je pense, et donc une volatilité moindre des marchés internationaux. On ne peut pas mieux tomber dans la période actuelle pour le justifier. Et en valorisation énergétique, eh bien, on capte finalement, et via le carbone capté par les matières organiques qui sont valorisées, par le retour au sol des digestats, on répond à la substitution des engrais de synthèse. Elle ancre l'agriculture française dans une économie circulaire au sein des territoires. Elle favorise la transition vers des pratiques agroécologiques. Il y a une étude qui a été réalisée en 2019 qui quantifie les services additionnels rendus par la filière méthanisation et injection entre 40 et 70 € par mégawattheure produit. Et
outre le développement des gaz verts qui est produit localement, dès lors qu'il est produit localement, hein, c'est un point important, il a un impact économique positif. Je peux passer à la slide suivante, hein, ce que j'ai déroulé sur les 4 points clés du rôle de la méthanisation. En restant sur cette slide-là, voilà, qui est la dernière. Donc là, on a un impact positif sur le plan économique hein, des territoires. 75% de la valeur ajoutée créée par la méthanisation bénéficie à l'économie française. Aujourd'hui, il y a plus de 500 entreprises actives hein, sur le marché du biogaz en France. Et en plus des 53 000 emplois directs et indirects qui seront générés à 2050 par la filière gaz vert, c'est environ 200 000 emplois locaux qui sont pérennisés sur les activités d'installation, d'exploitation et de maintenance des réseaux et des systèmes de chauffage dans le bâtiment. Hein. Donc, vous voyez toute la chaîne de valeur qui s'articule autour de la méthanisation, de sa valorisation énergétique et derrière de sa valorisation matière qui transforme nos activités de l'agriculture jusqu'à l'industrie en passant par les services tertiaires à l'énergie. Voilà, c'était très rapide, mais s'il y a des questions, au plaisir d'y répondre. Merci pour votre écoute. Merci. Je vous ai donné des liens, hein, il y a des liens sur la présentation qui vous permettent d'aller creuser le sujet plus en profondeur selon votre niveau d'appétence et de compréhension du sujet. Voilà. Oui, j'en profite pour préciser que les présentations seront envoyées à la suite du webinaire. Donc, vous aurez les coordonnées de tous les intervenants. Merci pour ce tour rapide, mais tout du moins exhaustif, assez exhaustif de la méthanisation. Je vous propose qu'on passe à la deuxième intervention sur le sujet de la méthanisation, qui est donc une présentation de Blandine Barrault, qui est chargée d'études traitement à l'ORDIF, l'Observatoire des déchets de l'Île-de-France. Elle va vous présenter une étude qu'elle a menée cette année sur les intrants en méthanisation et notamment en se concentrant sur ce qui est un déchet de ce qui ne l'est pas forcément, pour faire écho à la définition réglementaire du déchet qu'on vous a apporté en introduction. Blandine, je te propose de mettre ton micro et de partager ton écran. Merci. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez du coup mon écran? Il arrive, c'est bon. Ok, parfait. Alors bonjour à tous, donc effectivement moi ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est les travaux que j'ai menés sur la définition de ce qu'on prend en considération nous en tant qu'observatoire déchets, plutôt sur les déchets finalement de ménages et d'entreprises. Alors le constat s'est fait sur les différents flux que l'on pouvait avoir dans les installations que l'on enquêtait, donc les plateformes de compostage qu'on enquête historiquement, donc qui regroupent principalement des déchets verts. On retrouvait un petit peu de boue et puis ce qu'on appelait initialement des végétaux alimentaires. Donc on va retrouver par exemple des herbes aromatiques d'une entreprise ou des pelures de fruits dans une entreprise qui produit des jus. Donc voilà, on en avait très peu. Et puis ensuite, on avait les méthaniseurs. Alors, au tout départ, on avait un seul méthaniseur qui faisait en fait du tri mécano-biologique, donc qui recevait des ordures ménagères. Et puis, au fur et à mesure, il y a des méthaniseurs agricoles qui se sont implantés, qu'on a commencé à intégrer en fait parce qu'ils recevaient aussi ces fameux végétaux alimentaires. Et puis, on a continué notre périmètre avec des méthaniseurs qui finalement ne recevaient que du flux agricole, parce qu'on savait que certains allaient recevoir des soupes de biodéchets issus de déconditionneurs. Donc au final, on s'est retrouvé avec des installations qui sont très diverses, qui n'ont pas les mêmes vocations. Et quand on faisait une analyse sur les flux de déchets ou de biodéchets, on se retrouvait avec des tonnages qui finalement ne correspondaient pas forcément à la réalité de ce dont ont besoin les conseils régionaux en termes de déchets, plutôt déchets alimentaires et de cuisine. Donc j'ai fait un petit tour des réglementations pour essayer de cadrer un petit peu plus ce que nous, on devait prendre en compte.
Donc, un des flux qu'on recevait beaucoup sur les méthaniseurs, ce sont les CIV, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont en dehors des déchets organiques, puisque ce ne sont pas des déchets, ce sont des cultures dédiées. Donc, c'était le premier flux que l'on a sorti de nos tonnages. Aux déchets organiques, on retrouvait donc un petit peu de bout de steppe, sachant que nous, en tout cas, au sein de l'ORDIF, on n'est pas un observatoire dédié sur les boues. Donc, voilà, nos installations en reçoivent un petit peu, mais c'est pas exhaustif. Il y a également donc la fraction fermentée cible des ordures ménagères qui est extraite par tri mécano-biologique. Ensuite, une grande partie des déchets font partie de ce qu'on appelle des SPA. Alors, ce que je vous ai mis en titre, biodéchets, déchets alimentaires, SPA 3, c'est beaucoup de terminologie qu'on emploie et parfois pas forcément à bon escient. Donc, c'était aussi l'objectif, en fait, d'essayer d'être calé sur les termes qu'on employait et de ce qu'il y avait derrière. Donc, les sous-produits animaux sont soumis à une réglementation spécifique, qui n'est pas forcément la réglementation de déchets. Donc, elle est composée de 3 catégories. Donc, je vais passer rapidement. Les 2 premiers sont plutôt des déchets d'animaux spécifiques, de zoo, ou des flux, les déchets qui sont des flux aériens, enfin, voilà. Et puis ensuite, la catégorie 3 qui rentre également dans la législation déchets, qui sont les SPA 3 et qui sont les déchets qui proviennent d'animaux et qui sont valorisables ou voilà, potentiellement valorisables dans la consommation humaine. À côté de ces sous-produits animaux, il y a les déchets organiques qui ne sont pas d'origine animale, donc que j'ai appelé les non-SPA, donc plutôt des végétaux. Dans ces végétaux, on va retrouver les déchets verts, jardin, feuilles tontes, petits bois. Il y a également les autres résidus agricoles qui rentrent dans les méthaniseurs dont on parlait. Donc, je les ai mis à cheval entre les deux parce que certains flux ne sont pas à considérer, en tout cas, nous, de ce qu'on a analysé comme étant dans le périmètre de nos déchets organiques. Je pense notamment, on a pas mal de pulpes de betterave que l'on a sorti, puisqu'ils rentrent dans les méthaniseurs, mais avant que les méthaniseurs existent, ils avaient déjà une filière de valorisation. Donc, voilà, le traitement des déchets n'est pas là pour les éliminer, mais voilà, ils peuvent rentrer en complément sur ces installations. Et puis, il y a la grande catégorie des déchets alimentaires ou de cuisine, qui est à cheval, puisqu'elle comprend des sous-produits animaux et des non-sous-produits animaux, donc concrètement dans notre assiette, les restes de viande et les épluchures de légumes, par exemple. Dans les déchets alimentaires ou de cuisine, ils sont définis par l'article L541.1.1 du Code de l'environnement, qui dit qu'il s'agit de toutes les denrées alimentaires. Donc, les denrées alimentaires, elles, sont décrites par l'article du règlement européen, comme étant des substances transformées ou non transformées, raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain. Donc ça, c'est une denrée alimentaire. Et cette denrée alimentaire, quand elle est devenue un déchet, ça devient un déchet alimentaire ou de cuisine. Donc ça, c'est la définition. J'ai trouvé un guide de classification des sous-produits animaux. Je me suis permise d'étendre à toutes les catégories de déchets alimentaires, puisqu'il y avait 3 catégories. Et on avait besoin, nous, au sein de l'Observatoire, de vraiment clairement identifier les producteurs, notamment pour tous les flux agricoles, où on ne savait pas s'il fallait les considérer ou pas. Et donc, les 3 catégories qui ont été retenues, qu'on a étendues aux non-sous-produits animaux, sont les premiers, les déchets de cuisine et de table, donc on va retrouver dans une catégorie qu'on a mis en consommation-restauration, donc que ce soit chez les particuliers ou voilà, dans les restaurants extérieurs ou même collectifs. Il y a également les sous-produits issus de la production agroalimentaire. Et donc, c'est là où il y avait des difficultés avec, par exemple, les pulpes de betterave. Donc là, on considère les flux qui sont issus de la production, de la transformation de produits alimentaires.
Et puis ensuite, il y a la troisième catégorie, les anciennes denrées alimentaires, comme elles sont définies dans l'article 10F, et qui sont plutôt celles issues de la distribution, donc grande surface et marché. Donc c'est ces trois catégories-là que l'on a retenues pour finalement intégrer dans nos installations de traitement. Et l'objectif premier, alors il y a une dernière partie qui sont les huiles alimentaires usagées. Ça, c'est une filière qui est à part. On en reçoit un tout petit peu dans les installations, donc je les ai fait figurer quand même, mais elles ont normalement leur filière de valorisation. Nous, l'objectif de cette analyse, c'était de connaître ce qui était un biodéchet et plus principalement les déchets alimentaires ou de cuisine. Alors, les biodéchets, ils sont définis toujours par le Code de l'environnement comme étant des déchets non dangereux biodégradables de parcs et jardins, donc c'est la partie jaune qu'on retrouve ici. Les déchets alimentaires ou de cuisine, donc, que j'ai définis dans le cadre gris, et qui proviennent donc voilà, donc c'est cet ensemble-là, et qui proviennent des ménages. Alors, les ménages qui rassemblent ces trois catégories, hein, donc les huiles, éventuellement les déchets alimentaires et les déchets verts, et également la fraction fermentécide des ordures ménagères par TMB, mais la FOM ne fait pas partie des biodéchets dans la réglementation. Et puis le deuxième gros producteur, ce sont bien évidemment les activités économiques, avec la restauration. Donc voilà, on retrouve finalement dans la définition du Code de l'environnement les trois catégories que l'on a mises, puisqu'il y a les restaurants, donc qui seront finalement dans la consommation-restauration, avec la cantine par exemple, les traiteurs ou magasins, donc qui vont être plutôt de la distribution, et puis les déchets comparables provenant des usines de transformation, donc qui sont la catégorie du milieu, production-transformation. Donc de ça, on a pu réétablir en fait nos analyses sur tous les flux qu'on avait sur nos installations depuis, on est remonté à 2014. Et donc pour synthèse, ça c'est le taux de captage des installations, le taux de captage des déchets organiques réalisés par ma collègue sur les déchets ménagers et assimilés. Alors, il y a dedans la partie extraite par tri mécano-biologique. Alors, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas des biodéchets, donc là, on est bien sur les déchets organiques. Mais c'est pour avoir une idée, en fait, du captage qui est fait. Aujourd'hui, en réel déchets triés à la source, on n'est qu'à moins de 7000 tonnes, alors que le gisement non capté dans les ordures ménagères est gigantesque. Et puis, le deuxième cercle, ce sont les DAE, où aujourd'hui, on n'a pas réellement d'estimation du gisement. Donc, il y a un réel potentiel de captage. Et puis, alors, les déchets verts qui sont quand même globalement plutôt bien captés. Et donc, en parallèle, sur les installations de traitement donc, que moi, je suis, on a d'une part donc, le compostage, qui représente moins de 7000 tonnes, la méthanisation, qui est vraiment finalement aujourd'hui l'installation, le type d'installation la plus adaptée, en tout cas nous sur notre région, pour le traitement des flux de déchets alimentaires. Et donc voilà, on avait 65 000 tonnes qui sont entrées directement dans nos installations ou par des quais de transfert et qui sont reparties grâce à des déconditionneurs ou même en transfert direct vers d'autres installations hors Île-de-France. Et donc, les ménages représentent aujourd'hui seulement 10% des flux captés. Alors, pour information, nous, les exports, voilà, c'est la partie qui est assurée. Donc, aujourd'hui, pourquoi il y a des exports? Parce que nos installations, donc on a pas mal de méthaniseurs. Vous l'avez vu sur la carte en intro. Il y a beaucoup de méthaniseurs, mais pas de méthaniseurs forcément adaptés pour la réception des déchets alimentaires. Donc, on a recours encore à des installations hors Île-de-France, mais à l'avenir, donc que ce soit pour le compostage, il y a quand même pas mal de projets sur des micro-installations. Alors, effectivement, c'est peu de tonnage, mais voilà, c'est quand même une pratique qui va se développer. Et sur la méthanisation, on a des méthaniseurs agricoles qui sont en fonctionnement et qui étaient en phase d'essai, qui prévoient de recevoir des soupes. Donc, aujourd'hui, on en a 3, mais il y a d'autres projets à venir. D'autres gros projets d'installation
de consensus territoriaux entre des collectivités et des professionnels. Et puis, des installations aussi de micro-méthanisation qui commencent à se développer. Donc, à terme, on pourrait se dire que la région est autosuffisante sur les flux qu'elle produit. Donc voilà, je m'arrête ici. Juste pour information, on va donc faire paraître incessamment sous peu une notice dédiée aux déchets alimentaires. Donc vous retrouverez entre autres les slides que je vous ai présentés, mais bien d'autres voilà, sur les flux franciliens, si ça peut vous intéresser. Merci beaucoup, Blandine, pour cette présentation très intéressante et qui donne, je suis sûre, des idées aux autres observatoires déchets. Est-ce que on va prendre peut-être une petite question du chat, même si on est un peu en retard, donc je pense que le webinaire finira plutôt vers 16h15, 20, voilà, je m'excuse pour ça, j'espère que vous pourrez quand même suivre les échanges jusqu'au bout. Canel, est-ce que tu as relevé une petite question que tu pourrais poser aux intervenants sur la méthanisation? Oui, on vient de recevoir une question. Donc, avez-vous des installations de déconditionnement pour capter les flux de biodéchets qui est encore emballé? Donc, pour Blandine, je suppose, cette question. Alors oui, effectivement, donc là, j'ai pas eu le temps de, de tout vous présenter, donc je vous invite à aller voir sur la notice qui sera en ligne. Effectivement, on a un maillage qui commence à se développer sur les déconditionneurs. Alors, soit au sein directement des méthaniseurs eux-mêmes, donc il y a un centre qui est concerné, ou sinon, c'est des quais de transfert qui disposent de déconditionneurs et qui préparent les soupes pour les renvoyer vers les méthaniseurs. Donc, que ce soit les méthaniseurs agricoles ou autres. Effectivement, on a ces installations qui sont essentielles en fait aujourd'hui parce que voilà, la très grande majorité des flux doivent quand même passer par un déconditionneur pour être désemballés. Donc, les refus de tri partent en incinération et les soupes qui sont potentiellement, enfin, hygiénisées sur place ou au sein des méthaniseurs peuvent directement être traitées. Ok, super. Merci pour cette précision. Je vous propose qu'on passe à la suite et à la dernière partie. Et puis, on prendra un temps d'échange à la fin du webinaire pour ceux qui peuvent rester un peu plus pour éventuellement balayer s'il y a d'autres questions qui arrivent d'ici là. Je vais vous repartager mon écran pour la dernière fois de l'après-midi pour vous présenter cette fois une petite carte sur l'observation des CSR, donc les CSR qui sont les combustibles solides de récupération. On aura une intervenante de l'ADEME qui va vous détailler et vous faire un point sur la filière CSR. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce qu'est un CSR, mais je voulais quand même présenter cette petite diapo pour vous montrer au sein des observatoires déchets quelle observation on réalise actuellement sur les CSR. Donc, quand vous avez les flèches avec écrit CSR, c'est que l'observatoire a mené une étude assez exhaustive sur la question des CSR ou qu'en tout cas, il a des données qui proviennent de diverses sources qui lui permettent de référencer les divers producteurs de CSR sur son territoire, les divers consommateurs, les quantités qui sont produites et où est-ce qu'elles sont consommées actuellement et qui permettent éventuellement d'avoir une vision pour certains observatoires sur les projets. Et quand vous avez le petit logo ITOM sur cette carte, c'est que l'observatoire récupère les données CSR via les enquêtes ITOM. Donc, les enquêtes ITOM, ce sont les enquêtes que les observatoires déchets mènent pour l'ADEME au sein de toutes les installations de traitement de déchets qui prennent des déchets ménagers assimilés. Et en fait, au sein de ces installations, il y en a certaines qui
peuvent être amenés à produire du CSR, notamment les centres de tri. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, sur la filière CSR, on n'a pas forcément tous le même niveau de connaissance, mais ça s'explique aussi par le fait que le développement de la filière CSR n'est pas forcément au même stade en fonction des régions, et tout ça, ce sera détaillé dans la dernière intervention de cet après-midi. Pour le moment, je vous propose qu'on fasse intervenir le dernier observatoire déchets de l'après-midi, Antoine Porter, qui est chargé d'études au sein de l'AREC Nouvelle-Aquitaine et qui va donc nous présenter une étude qui a été menée grâce aux enquêtes réalisées par l'INSEE sur les déchets et les sous-produits qui sont utilisés comme combustible dans l'industrie. Et donc, cette étude concerne la Nouvelle-Aquitaine. Antoine, je te propose de partager ton écran. Merci. Oui, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, comme l'a dit Sarah, je suis Antoine Porter, donc je suis chargé d'études de déchets à l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la structure, très rapidement, en fait, l'AREC, c'est l'Agence régionale évaluation environnement climat. Et en fait, on a la petite particularité d'héberger 2 observatoires, à savoir l'OREG, donc qui est l'Observatoire énergie gaz à effet de serre, et l'ORDEC, qui est l'Observatoire déchets économie circulaire, dont je fais partie. Et donc, dans cette présentation, on va aborder la consommation de déchets comme combustible dans l'industrie en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on est vraiment sur un sujet qui est à cheval entre nos 2 observatoires. Voilà, c'était pour la petite précision. Alors, pour poser un peu le contexte, il faut savoir que les données qui vont être présentées sont issues des enquêtes INSEE sur les consommations d'énergie dans l'industrie. Donc, c'est les enquêtes EA-CEI. Ces données brutes d'enquête, en fait, nous sont accessibles dans le cadre des travaux de l'OREGES via un boîtier sécurisé fourni par l'INSEE. Et ces données permettent à l'Observatoire des analyses fines sur les consommations d'énergie finale, les émissions de GES, gaz à effet de serre par les industries, et ce à différentes échelles, que ce soit régionale, départementale, voire EPCI. Ensuite, dans le cadre des travaux de l'ORDEC, donc l'Observatoire déchets, on avait réalisé une enquête sur les matières premières recyclées et les CSR dans l'industrie en 2016. On avait croisé avec les données INSEE accessibles via l'OREG déjà à l'époque. Et l'objectif, c'était notamment de voir le poids que les CSR pouvaient avoir parmi l'ensemble des combustibles dits déchets. Et dans le cadre de ce webinaire du RAR, donc on a mis à jour ces données avec les derniers résultats de l'EA-CEI. Donc pour présenter un peu cette enquête, le ACEI de l'INSEE, donc en fait cette enquête elle concerne les industries de plus de 20 salariés et elle questionne environ 9500 établissements en France. Les entreprises elles sont notamment interrogées sur leurs achats des différentes énergies qui existent. Et dans cette présentation, nous on focalisera essentiellement sur les liqueurs noires, le bois et les autres combustibles catégorisés comme des déchets finalement. Alors, autre point à souligner, c'est qu'on a fait le choix de vous présenter des données 2019 de cette enquête. En fait, compte tenu du contexte sanitaire en 2020, qui n'est finalement pas une année représentative de l'activité normale de l'industrie. Et les données 2021 ne sont pas encore accessibles. Alors, on dispose donc de données pour la région Nouvelle-Aquitaine uniquement, donc ce qui nous fait un total de 69 entreprises ayant déclaré utiliser des déchets comme combustible, et ça représente 28 codes APE. Alors, le graphe ici représente les principales activités concernées.
où en fait il ressort une forte présence de l'industrie du bois, des panneaux jusqu'aux papeteries. Donc ça, c'est une spécificité dans notre région. Il y a une forte industrie du bois. Et les entreprises, donc comme les panneaux ou les scieries, généralement sont équipées de chaudières biomasse et réintègrent directement leur chute de production pour les valoriser énergétiquement. Donc, sur cette slide, vous avez la représentation graphique, cartographique des 69 entreprises en question, et avec une taille plus ou moins importante en fait en fonction des quantités de déchets valorisés énergétiquement. Donc la répartition elle est assez disparate par département, alors que ce soit en quantité de déchets utilisés ou en nombre d'entreprises. On retrouve ici dans les Landes une bonne partie du secteur de l'industrie du bois. Et on remarque aussi qu'il n'y a pas d'entreprise concernée identifiée en tout cas dans le 64 en Pyrénées-Atlantiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'industrie qui pourrait être concernée dans les faits. Il se peut en fait qu'une entreprise utilise des déchets comme combustible, mais qu'elle n'est tout simplement pas répondue à l'enquête de l'INSEE. Sur le taux de retour, on n'a pas vraiment d'informations, donc là-dessus, on ne peut pas vraiment en savoir plus. Alors, en termes de tonnage, ça représente 2559 milliers de tonnes de déchets utilisés comme combustible par les industriels en Nouvelle-Aquitaine sur l'année 2019. Donc là, comme on peut le voir tout de suite, la liqueur noire pèse vraiment beaucoup, pour 61% des tonnages. Donc ces liqueurs noires, en fait, elles sont issues du procédé de fabrication des papeteries. Elles sont réutilisées en interne, principalement en cogénération, donc en production simultanée d'électricité et de chaleur. En deuxième poste, on va avoir le bois, qui pèse 34% des tonnages, qui a nuancé, puisqu'en fait, on a une partie du tonnage qui intègre du bois énergie, qui n'est pas considéré comme un déchet. Mais malheureusement, dans l'enquête INSEE, en fait, par rapport à comment est construite cette enquête, on n'est pas capable de distinguer le bois énergie des autres bois déchets incinérés. Et ce qu'on peut remarquer, du coup, c'est que les CSR pèsent finalement très peu dans ce schéma-là, à peine 1% des tonnages, avec presque 25 000 tonnes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces tonnages-là devraient augmenter fortement dans un futur plus ou moins proche en Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en fait, on a plusieurs gros projets CSR qui sont à venir. Alors, juste pour faire un zoom rapide sur la liqueur noire et le bois, qui sont les deux principaux combustibles de déchets. Donc la liqueur noire, comme je l'ai dit, c'est un sous-produit des papeteries. Il est valorisé en combustible en cogénération, et donc il permet aux papeteries d'être presque indépendantes énergétiquement. Ensuite, sur le bois, on peut retrouver les trois types de classes, en plus du bois énergie. Donc on a la classe A, qui est souvent utilisée par certains industriels en chaudière biomasse pour compléter les besoins énergétiques, en plus du bois énergie. On peut avoir de la classe B qui nécessite des traitements de fumée spécifiques. Donc là, on est déjà sur des installations un peu plus lourdes. C'est des installations qui n'ont pas la même classification ICPE qu'une chaudière biomasse, par exemple. Et puis enfin, la classe C, qui est catégorisée en déchets dangereux. Donc là, qui est éliminée en usine d'incinération de déchets dangereux, ou valorisée dans les fours de cimenterie qui, eux, acceptent tout type de déchets. Donc sur la région, nous, on a des quantités très faibles, voire nulles, qui sont incinérées. D'un point de vue énergétique maintenant, donc la consommation énergétique finale du secteur industriel est de 34 289 gigawattheures. Ce qu'on constate, c'est un mix énergétique qui est plutôt équilibré entre l'électricité, le gaz naturel et les ENR thermiques. Et lorsqu'on zoome sur les ENR thermiques,
on remarque toujours le poids très important de la liqueur noire et du bois. Et donc, la liqueur noire qui pèse pour 55% en fait, du tonnage des ENR thermiques et le bois pour 34%. Alors maintenant, par rapport à la production, cette fois-ci, énergétique d'origine renouvelable, donc en 2019, elle était de 42 534 gigawattheures. Les liqueurs noires donc, pesaient pour 13% et le poids du bois était pour 8%. Alors, par rapport à 2015, on observe une diminution de la part de la liqueur noire dans la production ENR, qui était de 16%, donc comparé aux 13% en 2019, et une augmentation de la part du bois, la part du bois qui était de 6%. Et du coup, ces variations-là, elles s'expliquent par une diversification des modes de production ENR, notamment par le développement de l'éolien et du photovoltaïque, par exemple, et également le bois énergie qui vient prendre un peu plus de place également par rapport à 2015. Voilà, je suis allé peut-être un peu vite, on était en retard, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Merci Antoine d'avoir fait au plus vite que tu pouvais et n'hésitez pas à faire passer vos questions dans le chat. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on les transmettra à Antoine pour qu'il vous apporte une réponse précise. Je vous propose de clôturer cet après-midi avec l'intervention de Marie April, qui est ingénieure filière de recyclage au sein de l'ADEME et qui va nous faire un point d'état de la filière CSR. Voilà, j'espère que vous pourrez rester avec nous. Marie, je vous propose de partager votre écran. Merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais essayer de faire vite. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de partager sur les CSR. Donc, je vais passer rapidement sur les objectifs que vous devez connaître aussi bien que moi sur la réduction des déchets et les consommations d'énergie fossile. Aujourd'hui, mettre en plein écran la présentation, désolé. Où est-ce que en bas à droite ou diaporama. Voilà. Donc, on est aujourd'hui face à un certain nombre de constats. Alors, on a des atouts, des OPCI, un combustible qui se transporte assez facilement avec une faible densité, un maillage territorial qui est compatible avec les PRGPD, et dans le cas d'une substitution charbon, un gain CO2 qui est indéniable. Et sur le gaz, tout dépend du contenu biogénique du CSR. Mais face à ça, on a aussi, dans le contexte actuel, des avantages indéniables sur le gaz, avec l'indépendance énergétique, la substitution d'énergie fossile. Et puis, ne pas oublier, on a un peu tendance à oublier cette partie-là en ce moment au regard de la crise énergétique, mais on a aussi un étalement de l'enfouissement et donc un volet de la politique déchets qui est aussi assez fort en détournant tous ces refus de tri, de surtri même, j'ai envie de dire, de l'enfouissement. On a des aides de l'ADEME également, et donc le contexte de décarbonation, ça je l'ai dit. Malheureusement, cette filière a un peu de mal à décoller. On a des difficultés de maturation, j'ai envie de dire, des projets qui sont surtout dus au contexte incertain du marché de l'énergie, avec des faibles taux de réalisation. Après, pour dédramatiser un peu la situation, ces faibles taux de réalisation ont aussi été constatés au démarrage du fonds chaleur sur la biomasse en 2009, puisque à cette époque-là aussi, le marché de l'énergie était fluctuant. Et donc, il y a des go-no-go en fait, sur les projets en fonction des prix de marché de l'énergie. Et en plus de la variabilité des prix de l'énergie, on a également, comme sur tous les autres secteurs, l'inflation qui impacte grandement les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation des installations. Donc là aussi, ça remet en balance l'équilibre économique des projets
et ça se pose les questions voilà, d'aller ou pas sur ces outils qui sont principalement destinés à fournir des industriels en chaleur. Aujourd'hui, on a donc 17 projets dans les cartons. On en a un qui fonctionne, Blue Pepper à Strasbourg. On en a une grande majorité quand même qui avance, avec toujours voilà, des incertitudes, mais on a la première pierre d'un projet en Grand Est, Dombasle Énergie, qui a été posé hier, avec un chantier qui avance bien. Puis on en a d'autres un peu partout en France. Comme vous voyez sur la carte, on ceinture un peu la France. On a une répartition qui est voilà, qui commence à mailler le territoire. On a encore des efforts à faire sur le centre et sur la région, sur le sud-est de la France, même s'il y a aussi des projets qui sont en réflexion et qui sont soumis voilà, aux aléas de marché que j'évoquais tout à l'heure. Donc un peu plus voilà, dans le détail. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ensuite. Je voulais balayer les projets un par un, mais voilà, vu le temps qu'on a, je vais passer plus rapidement. Donc avec le projet de papeterie dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui est en fonctionnement, qui date de 2016. Donc voilà, on est sur des échelles de temps très longues. Voilà, d'autres projets de 2019 qui sont engagés. Donc, vous voyez, là aussi, hein, on est toujours en phase d'études avec des projets en charbon et en gaz. On a voilà, une répartition en termes de volume. Alors, ça apparaît pas forcément là sur cette slide, mais une substitution charbon qui est prépondérante, hein, notamment sur cette première appel à projet 2019. Sur 2020, là aussi, hein, on est encore sur des projets qui sont toujours dans les cartons, avec toujours des projets charbon qui restent prédominants. C'est notre priorité dans l'appel à projet, de substituer le charbon. Et en cela, c'est une réussite de l'appel à projet, puisqu'on économise plus de CO2 en substituant du charbon qu'en substituant du gaz avec des CSR. Donc on répond à la problématique énergie, alors même que cette filière a vocation de faire du traitement de déchets. Voilà pour 2021. Sur 2021, on a 2 appels à projets qui ont été lancés, c'est le premier. Et puis sur le deuxième, on a un certain nombre de projets qui sont en cours d'instruction, avec aujourd'hui un frein qui s'est ajouté aux autres qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui est une modification des lignes directrices européennes sur les énergies renouvelables, qui impose soit d'avoir une énergie 100% renouvelable, un 100% renouvelable, ce qui n'est pas le cas des CSR, soit de la cogénération. Donc là, des discussions sont en cours avec la Commission européenne. Aujourd'hui, voilà, je n'ai pas de scoop à vous donner. Ces discussions sont toujours en cours, avec une réflexion sur la cogénération. Et ça concerne exclusivement les projets dont l'aide dépasserait 15 millions d'euros ou 20 millions d'euros lorsque les lignes directrices seront finies d'être transposées en droit français. Pour ce qui est des projets de plus petite envergure, qui reste quand même la majorité de nos projets, en dessous de 20 MW, ce sont les RGEC qui font foi, et là aussi les discussions sont en cours pour voir de quelle manière les lignes directrices peuvent être transposées au RGEC. Donc là aussi, on est en train de discuter avec la Commission pour savoir si la cogénération est obligatoire ou pas, et quelle est la position vis-à-vis de la fraction biogénique dans les CSR, s'il y a aussi peut y avoir des aides ou pas qui sont à proratiser. Voilà ce que je peux vous dire sur l'état de la filière aujourd'hui. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a du mal à décoller, qu'on a un certain nombre de projets dans les cartons, mais qui sont vraiment soumis à la loi du marché de l'énergie. On voit bien à chaque fois qu'il y a une variation dans un sens ou dans l'autre, ça se ressent directement sur les projets. Donc aujourd'hui, la modification des lignes directrices ne vient pas arranger la situation, et tant qu'on n'y verra pas clair sur ce que veut la Commission européenne pour la filière CSR, ça va être compliqué de relancer une dynamique et de projeter les projets qui sont dans les cartons.
Voilà pour ce qui était du bilan assez rapidement. En parallèle des projets, on a également pour ambition de lancer une étude sur les filières DAE et en parallèle la filière CSR avec plusieurs volets. Un premier volet qui doit faire le point sur la situation actuelle de la filière DAE d'une part pour proposer des orientations sur la stratégie de l'ADEME sur l'accompagnement des DAE, et puis aussi sur un état des lieux régional et national des flux de déchets qui sont mobilisables actuellement pour produire des CSR, et puis leurs facteurs d'évolution à moyen terme. Donc là aussi, je pense qu'on sollicitera certainement les observatoires par la suite pour pouvoir consolider les données. Un autre volet de cette étude porte sur le bilan environnemental de la filière CSR afin de la comparer avec les autres intrants gaz ou charbon. On avait déjà fait une étude sur ces impacts environnementaux il y a quelques années en arrière, c'était en 2017. Donc là, l'objectif, c'est de consolider un peu ces données et de voir aussi quel serait l'impact en matière de CO2 sur cette filière. Et enfin, le dernier volet, c'est de proposer des scénarios d'évolution sur la gestion des déchets en France, autant sur les DAE que pour les CSR, avec aussi l'objectif de redéfinir la quantité de CSR à valoriser à l'horizon 2030-2040, puisqu'aujourd'hui l'objectif était d'1,5 million. Quand on voit les données des observatoires, on se rend compte que ce chiffre est certainement sous-estimé. Donc l'idée, c'est de revérifier ce chiffre, pour pouvoir bien dimensionner notre action à cet horizon 2030-2040, aussi bien en cimenterie que sur des chaudières spécifiques. Voilà, je suis allée très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci et désolée que le temps qui vous a été imparti était un peu plus court que prévu. Je vous propose qu'on prenne une petite question du chat et puis si jamais après peut-être Marie, si vous voulez apporter plus de précision sur certains projets que vous n'avez pas forcément pris le temps de développer, peut-être que pour si les personnes qui restent et sont intéressées, on pourra peut-être revenir quelques minutes dessus. Alexandre, est-ce que tu as repéré une question dans le chat? Il y a eu plusieurs questions et une remarque. La dernière question, c'est quand est-ce que cette étude sera disponible? Alors cette étude... Pardon, allez-y. Cette étude va démarrer là courant octobre. Elle va s'étendre sur 2 ans. Donc je pense qu'on aura des résultats intermédiaires d'ici le milieu de l'année prochaine, notamment sur les gisements. Une petite question pour vous. Par rapport aux chiffres que vous avez présentés sur les projets en CSR, est-ce que c'est des données qui datent de 2021 ou d'aujourd'hui? C'est des données actualisées aujourd'hui. Et si je peux passer une dernière petite question, parce qu'il y en a d'autres, mais oui, c'est pour Antoine, par rapport à l'enquête INSEE, est-ce qu'elle a un volet réglementaire? Alors, réglementaire, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, on va aller regarder l'articulation de l'impact environnemental par rapport à la filière, notamment dans le cadre de l'ETS. Sur le contenu CO2, en fait. Alors, excusez-moi, la question qui était posée, en fait, c'était par rapport à l'intervention d'Antoine, de l'AREC, par rapport aux enquêtes INSEE. Aux enquêtes INSEE, non. Par rapport aux enquêtes INSEE, non. Il n'y a pas de lien avec ça. Alors oui, en termes d'obligation, en fait, c'est une enquête qui est censée être obligatoire pour les industriels, si c'est l'objet de la question. Après, on sait que voilà, elle a beau être obligatoire, ils n'ont pas un taux de retour de 100%, ça c'est sûr. Il n'y a pas de lien aujourd'hui avec l'INSEE qui est prévu sur cette étude. Et une remarque pour Antoine, si on a encore le temps. Il y a une personne qui était un petit peu étonnée que dans le cadre de cette étude, en fait, les cimentiers ne soient pas concernés, alors que c'est les plus gros émetteurs de CO2 en Nouvelle-Aquitaine.
Les cimentiers sont bien en compte dans cette étude-là. Ils sont considérés. Oui, ils sont complètement dans l'enquête, hein. On a 2 cimenteries, nous, en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont bien considérés, ils répondent bien à l'enquête. Donc ils sont consommateurs de tout type de déchets, hein, comme j'ai pu le dire. Ils n'ont vraiment pas de restrictions là-dessus. Et alors du coup, une dernière remarque d'une personne qui... alors là, la réponse devrait être beaucoup plus, je pense, détaillée, mais qui fait une remarque en fait un peu générale sur toutes les interventions qui ont été faites. On a beaucoup mis en avant les atouts en fait des filières et pas forcément les inconvénients, les pollutions qui peuvent être générées par toutes ces filières, donc l'incinération, la méthanisation. Donc cette personne aimerait avoir des réponses sur quelles sont les pollutions émises et quels sont les process qui sont mis en œuvre pour justement éviter les pollutions générées par ces activités. Mais ça, je pense que c'est un petit peu global et qu'il faudrait répondre par ailleurs, j'imagine. Merci Alexandre pour cette dernière remarque qu'on a bien vu passer et qui est plutôt globale à tous les intervenants, donc on la note bien. C'est vrai que bon, c'est concentré sur le positif de chaque filière et donc on note l'idée pour éventuellement traiter les autres aspects dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Je pense qu'on va clôturer là puisqu'on clôture avec pas mal de retard. Merci vraiment à tous les participants aujourd'hui. J'en profite juste pour vous faire passer toutes mes excuses au nom de l'Ordeco, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que notre outil utilisé pour le webinaire était limité à 100 participants. Et je pense donc que certains d'entre vous ont patienté longtemps en salle d'attente avant qu'une place se libère. Donc, c'est pour ça que certains ont été acceptés qu'en milieu de webinaire. Donc, vraiment, toutes nos excuses pour ça. On va travailler sur le replay dès demain pour qu'il puisse vous être diffusé au plus vite et pour que vous puissiez éventuellement voir le début du webinaire en replay si vous l'avez raté. On reste disponible, tous les observatoires déchets et le RAR, si vous avez des questions lorsque vous visionnerez le replay du webinaire. Et puis voilà, on vous fait passer donc le lien ainsi que les présentations de tous les intervenants et les réponses aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre par retour de mail au plus vite. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ce webinaire était le dernier de l'année pour les raids organisés par le RAR, mais nous en prévoyons d'autres pour l'année prochaine sur d'autres sujets. Voilà, à bientôt, au revoir.